Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale tournée à l'occasion des semaines de l'information sur la santé mentale. Le fil rouge de notre émission est discrimination et santé mentale. Autour de ce plateau, 4 invités à mes côtés. Florent Alanic, représentant du Conseil local de santé mentale du SUNGO. Chloé Huby du SAVS SAMSA Santé mentale Alsace et formatrice PSSM Premier secours en santé mentale. Bonjour. Bonjour. Karine Fuchs, conseillère principale d'éducation au collège Saint-Exupéry de Mulhouse. Bonjour. Bonjour. Catherine Hurt, coordinatrice santé à la ville de Mulhouse. Bonjour. Et enfin, 2 invités qui nous rejoindront en fin d'émission. Il s'agit de Stéphane Abrahamian, président du groupe d'entraîne mutuelle Les Ailes de l'Espoir à Mulhouse, et Michael Boy, l'un de ses adhérents. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Dans cette émission, nous allons mettre en lumière les outils que chacun d'entre vous avait mis en place, des outils pour agir contre les discriminations. Je commence par vous, Florent Alanic. Vous êtes, je rappelle, représentant du Conseil local en santé mentale du SUNGO. Vous avez mis en place une mallette pédagogique à destination des écoles. Alors, avant de parler de cette mallette, qu'est-ce que le Conseil local en santé mentale, déjà, pour situer les choses? Alors, le Conseil local en santé mentale, c'est un collège de territoire, donc en l'occurrence le SUNGO, qui va regrouper sur la base du volontariat des élus locaux, des professionnels qui travaillent de près ou de loin sur la santé mentale et des usagers ou des représentants d'usagers. Ce collège va se regrouper pour mettre en place des groupes de travail afin de trouver des solutions locales à des problématiques de santé mentale sur son territoire. Par exemple, le Conseil local en santé mentale du SUNGO a participé à la mise en place d'un groupe d'entraide mutuelle sur Altkirch, il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Ok. Et justement, l'un de ces groupes de travail de ce Conseil local en santé mentale a créé une malle pédagogique pour déstigmatiser la santé mentale auprès de la population du SUNGO. Alors, à quel public déjà s'adresse cette malle pédagogique ? Alors, avant l'idée de la malle pédagogique, on s'est d'abord demandé quel public on va cibler pour toucher un maximum de personnes. Et c'est alors que nous est venue l'idée des élèves de primaire et de collège, puisque en sensibilisant les élèves, on va toucher les enseignants, les parents, et aussi les élus locaux qui sont investis dans les écoles primaires. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette malle? On l'a vu, donc vous touchez un public le plus large possible par le biais des élèves, mais qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans cette malle? Alors, la malle a été construite par le groupe de travail. On y retrouve différents supports que les enseignants vont pouvoir utiliser comme ils le souhaitent. On a déjà 3 vidéos courtes, donc une vidéo sur le handicap en général, une sur la différence et une sur la maladie mentale. Ensuite, on va avoir 2 livres aussi, des histoires courtes sur la maladie des parents vécue par l'enfant et la maladie de l'enfant. On va aussi avoir un jeu de cartes, quiz, questions-réponses sur la maladie mentale pour sensibiliser les enfants par le jeu. Et on va avoir un petit livret de chants et de comptines. Est-ce que tout se fait en classe ou est-ce que le travail est poursuivi justement à la maison, par exemple avec les parents ou dans d'autres Alors, libre à l'enseignant d'organiser un petit peu l'utilisation de la mallette comme il le souhaite. L'objectif, oui, c'est que les enfants puissent en discuter avec leurs parents quand ils rentrent à la maison, voir « Tiens, j'ai appris ça aujourd'hui ». Donc, il en profite lui-même, sans forcément le vouloir, pour sensibiliser ses parents. Et cette malle, où est-ce qu'elle est déployée? Est-ce qu'elle est uniquement déployée dans quelques établissements du SUNGO? Enfin, comment c'est pensé pour l'instant? Alors actuellement, on a 3 mallettes qui sont en circulation dans les écoles du SUNGO et on a aussi une mallette numérique qui peut être utilisée, téléchargée par les enseignants. Et elle est diffusée donc, par l'intermédiaire des psychologues du RASED, du réseau, je reprends mes notes, du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Donc ces psychologues accompagnent le déploiement de cette mallette dans les classes pour accompagner
les enseignants sur les questions de santé mentale. Et c'est quoi l'avenir de cette mallette? Est-ce qu'elle va aller plus loin que le Swingo, justement? J'espère bien. J'espère bien. Donc actuellement, c'est vraiment c'est le conseil local en santé mentale du Swingo qui l'a déployé. Donc on l'a déployé sur le Swingo, mais je sais qu'on a beaucoup de partenaires qui sont dans le département qui sont intéressés par cette mallette. Donc si en fait libre à un autre conseil local en santé mentale de reprendre cette mallette, de la reprendre telle qu'elle ou de la modifier un petit peu. Et donc on a aussi la chargée de mission départementale sur les CLSM, les conseils locaux en santé mentale, qui nous a obtenu un financement un financement ARS pour améliorer la conception visuelle de la mallette. Donc voilà, c'est en bonne forme pour être correctement diffusé dans le Swingo et aussi dans tout le département si on trouve des collègues qui souhaitent aussi mettre en place ce dispositif. En tout cas, l'appel est lancé. Merci Florent Alanick. Merci. On va rester dans le monde scolaire avec vous, Karine Fuchs. Vous êtes conseillère principale d'éducation au collège Saint-Exupéry de Mulhouse et vous avez été précurseur dans la mise en place du dispositif Sentinelle et référent. Comment fonctionne déjà ce dispositif? Alors c'est un dispositif qui mobilise les élèves, des élèves donc identifiés comme sentinelles et ambassadeurs harcèlement, qui ont pour mission d'aller auprès de leurs pairs, venir en aide s'ils repèrent une situation d'isolement ou de souffrance. Et le deuxième champ de leur mission, c'est de sensibiliser, former les pairs et les professionnels ou les adultes sur la question de la discrimination et du harcèlement. Alors là, vous nous avez parlé des sentinelles, et qui sont les référents? Les référents, ce sont des adultes volontaires qui sont identifiés par les sentinelles et l'ensemble de la communauté scolaire comme référents harcèlement et discrimination. C'est-à-dire que le sentinelle, quand s'il intervient, qui vient en aide, sa mission s'arrêtera à ce moment-là pour passer le relais à un référent qui prendra en main la situation. Et comment ces enfants, ces sentinelles, apprennent-ils à identifier une situation de bouc émissaire ou une situation de discrimination? Alors, ils apprennent grâce à la formation qui leur est proposée. C'est une formation qui les met en situation, soit à se mettre à la place d'eux, différentes postures qu'on retrouve dans une situation de discrimination. Donc, c'est une formation qui les met à la fois en action collective et en réflexion. Il y a des contenus analytiques qui leur permettent en fait de pouvoir identifier, repérer ou être en veille par rapport à une situation où il y a un clignotant qui se met en route. C'est-à-dire que s'il se dit « bon, là j'ai l'impression qu'il ne va pas bien » ou voilà, qu'il y a des petits clignotants. Et dans ce cas-là, ça leur permet d'intervenir. Et justement, ce serait quoi concrètement, donnez-nous un exemple d'une situation de discrimination ou de harcèlement à l'école? Concrètement, leur premier clignotant à eux, enfin il y a tout le monde, c'est un jeune isolé. Un jeune isolé ou sur la touche qui subit une moquerie à ce moment-là, une rigolade. Là, le but, c'est de les mettre un peu en veille, en recul par rapport à ce qui se passe. Et par rapport à cette veille, de pouvoir être en capacité d'intervenir auprès de la personne qui est en situation ou en posture de bouc émissaire, de lui montrer qu'il est là, qu'il n'est pas seul. Ça, c'est le premier réflexe qu'ils doivent acquérir. Et le deuxième réflexe, c'est d'essayer d'interpeller les autres. Dire, mais ça ne va pas ce que vous faites, ou si vous étiez à sa place. Donc, par ce schéma d'intervention, c'est ce qu'on leur montre et c'est ce qu'on attend. Et si déjà ça se passe comme ça sera déjà pas mal. Un grand pas. Vraiment bien. Et c'est un grand pas. Et quels sont les liens, justement, entre le harcèlement scolaire et les discriminations? Alors, l'intérêt pour nous d'avoir eu cette entrée par la discrimination permet à la fois de les sensibiliser à la question du harcèlement, mais parce que, je pense que si on est sur la discrimination, on est sur un signaux faible, entre guillemets, sur un signaux faible du harcèlement. Le harcèlement peut avoir plusieurs formes, peut prendre plusieurs formes. La discrimination en fait partie. D'autres formes font partie du harcèlement. Mais quand on a cette entrée de discrimination, on est sur cette entrée de quelqu'un est isolé, quelqu'un est démarqué du groupe, et on est du coup sur une entrée de soins, de préoccupation, qui change vraiment le paradigme. C'est un changement de paradigme de nos pratiques de prévention sur la question du harcèlement et de la discrimination.
Et quels effets ont le harcèlement scolaire et les discriminations sur un enfant? C'est ce qu'apprennent les élèves sentinelles. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que c'est Les effets, les effets et pour lesquels... La première, pourquoi nous, à l'école, on se préoccupe de la question? Parce que quelqu'un qui va subir harcèlement, discrimination, quelqu'un qui ne va pas aller bien et qui ne va pas être disponible pour ses apprentissages scolaires. Déjà. Donc c'est en ce terme-là qu'on a cette légitimité et ce devoir d'intervenir. Sans aborder après, et qui est bien évidemment, on parle en termes de sécurité, de préoccupation de l'adolescent, on parle de santé, voilà, donc les effets sont très, très vastes, très importants, et c'est le but de toute cette démarche, de tout ce dispositif, c'est d'agir le plus tôt possible, de pouvoir réagir le plus tôt possible avant qu'on soit dans une situation bien avancé, bien en place et qu'on soit presque dans le trop tard malheureusement pour certaines situations. Le but c'est d'agir vraiment le plus tôt possible et d'essayer d'éveiller le plus possible les jeunes en les rendant acteurs. Alors on l'a dit en début d'émission, vous avez été précurseur dans la mise en place de ce dispositif Sentinelle et référent. Vous avez 5 ans de recul, une cinquantaine de jeunes formés pour devenir sentinelles. Quel regard est-ce que vous portez sur ce travail accompli déjà ? Le regard, c'est un regard encourageant et confiant par rapport à l'évolution, à notre démarche de prévention, aux évolutions aussi du harcèlement à l'école. 50 jeunes, c'est pas rien, ça paraît peut-être pas beaucoup, parce qu'effectivement, on en forme en moyenne une quinzaine par année. Mais c'est vraiment pas rien, c'est énorme, parce que c'est 50 jeunes qui sont éclairés, qui sont engagés, qui agitent les autres. C'est en cela que je suis confiante par rapport à la suite, parce que je pense que c'est la clé centrale de nos démarches de prévention. On ne peut pas agir, réagir, prévenir sans rendre les jeunes acteurs et responsables et les associer pleinement à cette prévention. Et quand je dis associer, c'est vraiment quasiment de pair à pair entre nous les professionnels et ces élèves engagés. Donc c'est en ça que je suis confiante. Encourageant parce que quand on parle d'engagement, quand on parle d'accompagnement, c'est 50 jeunes qui ont changé leur regard avec de la bienveillance, de l'attention ou de l'écoute. Pas tout le temps, ça reste des adolescents, mais quelque part on a éveillé cette sensibilité-là. Et quel chemin est-ce qu'il reste à faire ? Quel chemin il reste à faire? Mais c'est pouvoir donner envie, faire envie à tous les professionnels de mettre en place de mettre en place et d'accompagner des élèves engagés. C'est ce qui est attendu aussi, c'est dans les évolutions de l'éducation nationale. On parle d'ambassadeurs collégiens, on parle d'ambassadeurs lycéens. C'est vraiment de les mobiliser, de pouvoir continuer à déployer ce dispositif. C'est peut-être d'approfondir sur le lien, l'empathie, l'écoute, la préoccupation des autres, la préoccupation partagée. Et c'est vers là que ça doit aller. Et alors, chaque année, vous formez une nouvelle promotion de sentinelles, si on peut parler de promotion. Dans quel état d'esprit sont les petits nouveaux là qui arrivent ? Alors, les petits nouveaux, là, actuellement, l'enjeu, c'était post-confinement, de pouvoir redynamiser les petits nouveaux l'année dernière qui n'ont pas pu aller au bout de leur projet. Donc, comment je les ai sentis ? En fait, je n'avais pas le choix que de les réunir, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la rentrée. Il est nécessaire, Madame Fuchs, qu'on se réunisse, qu'on fasse quelque chose. Quand est-ce qu'on commence ? Et effectivement, alors l'anecdote, c'est, en les réunissant, dire voilà, donc on reprend. Comment vous voyez les choses ? C'est vraiment leur retourner la question. Comment vous voyez votre mission pour cette année particulière ? Juste de leur rappeler que qui dit confinement dit que le harcèlement ne s'est pas arrêté, qu'il y avait peut-être des situations de cyberharcèlement et qu'il fallait peut-être avoir une vigilance par rapport à ça. Et en fait, c'est eux qui ont construit le plan d'attaque pour cette année et qui sont partis sur une préoccupation de se demander comment resensibiliser tous les élèves du collège, comment pouvoir rester attentifs dans la cour. Donc ils ont ces préoccupations dès septembre, et voilà. Donc confiante par rapport à cette équipe-là, et puis les nouvelles promues, les nouvelles recrues, ce sera au mois de janvier. Et alors, il y a un nouvel outil qui va arriver dans les établissements scolaires, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je peux vous en parler un tout petit peu parce qu'on est encore sur l'expérimentation. On
On va attendre que le ministre puisse pouvoir annoncer un déploiement. Okay. Mais c'est une méthode inspirée de la méthode PICAS et on déploie une préoccupation partagée dans les prises en charge de signaux faibles aussi, des situations de harcèlement. C'est-à-dire, et ça apporte encore plus de cohérence et ça complète le dispositif Sentinelle et référent, c'est que sur des situations avérées de mal-être, de discrimination, d'élèves qui ne se sentent pas bien, une équipe intervient en changeant complètement la façon d'approcher les choses, c'est-à-dire qu'on ne sera plus pas dans le punitif dans un premier temps. On se donne 15 jours pour faire cesser la situation, mais en mobilisant les élèves qui sont partie prenante dans cette situation, complices ou vraiment responsables de la situation, et c'est de les associer à la recherche de solutions. Donc c'est un dispositif interventionnel, si je peux dire, qui complète, parce que c'est là pour le coup, ce sera les référents, ou en tout cas une équipe d'adultes qu'on appelle le pôle prévenance, et qui prend en charge le plus rapidement possible la situation une fois qu'on a identifié une situation de souffrance. Et c'est quoi le côté novateur de ce nouveau projet en fait ? Le côté novateur, c'est qu'on est sur un collectif, une préoccupation partagée. Là où traditionnellement, je caricature un peu, mais on avait une situation de harcèlement, c'était ou le CPE ou la direction, et on intervenait. Là, c'est une préoccupation de tous, c'est-à-dire tout professionnel ou même tout parent qui veut intégrer ce dispositif qu'on appelle chez nous prévenance, peut l'intégrer et dans ce cas-là se forme sur des techniques d'entretien parce que c'est vraiment très particulier. On part vraiment on part sur un contrat de confiance quelque part avec les élèves qu'on va entendre, et c'est vraiment de les associer à. On voit qu'il y a quelque chose, que ton copain là il va pas bien. Qu'est-ce que tu proposes toi pour qu'il aille mieux ? Donc pareil, on change. C'est vraiment un changement de paradigme dans l'intervention qu'on peut proposer auprès des situations. Et je pense que c'est ça l'avenir, c'est-à-dire vraiment de les mobiliser eux en ressources pour avancer. Et dernière question pour vous, Karine Fox, comment est-ce que vous voyez la suite justement au sein de votre établissement ? La suite, c'est de pouvoir entretenir cette dynamique collective, de pouvoir l'intensifier. Alors l'intensifier comment ? Vraiment de consolider cette expérimentation prévenance, de pouvoir que le dispositif Sentinelle puisse quasiment se passer de nous. Ça serait l'idéal et c'est la finalité un petit peu, c'est que ça se régule entre élèves, pourquoi pas, on pourrait l'imaginer. Et l'enjeu, la suite, ce serait de mobiliser les parents, de vraiment les associer. Là, j'ai des parents qui sont référents, mais pas suffisamment. Donc vraiment tisser un réseau, une préoccupation collective, mais qui dépasse l'établissement sur une dynamique territoriale. Très bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant parler d'un jeu de loi géant autour de nos différences et nos ressemblances. C'est un jeu proposé par la ville de Mulhouse et le CLSM, le Conseil local de santé mentale. Un outil dont vous allez nous parler, Catherine Hort. Vous avez d'ailleurs les petites cartes sur la table. Tout à fait. Alors, vous êtes coordinatrice santé à la ville de Mulhouse. Pourquoi déjà est-ce que la ville de Mulhouse a-t-elle décidé de créer ce jeu de loi géant ? Alors effectivement, c'est pas tout à fait la ville de Mulhouse, c'est comme l'expliquait Florent, voilà, le conseil local de santé mentale qui s'est saisi via un de ses groupes de travail aussi, qui s'appelle Échange de pratiques et formation, qui est composé de différents partenaires médico-social, mais aussi de la psychiatrie, de proposer en fait un outil dans le cadre de la CISM, du coup du thème national de la discrimination, un outil du coup qui pourrait en fait s'intégrer sur cette thématique à un public plus vaste en tout cas que les professionnels. Donc on a constitué un jeu de loi géant basé sur un support qui existait déjà en fait. On avait créé un jeu de loi similaire pour d'autres thématiques de la santé. On s'est dit pourquoi pas l'utiliser, le décliner en fait pour d'autres thématiques dont du coup la santé mentale. Et alors on a les cartes à côté de nous là. Voilà. Comment s'expérimente ce jeu de loi géant ? Alors l'idée c'est, on a un grand plateau que je ne vous ai pas amené
connaît, hein, il fait 2 mètres sur 2. Ah oui, effectivement. Avec des dés géants. Et du coup, on a créé avec l'aide d'une graphiste et d'un prestataire des supports, donc des pions. On peut jouer en équipe, donc ça c'est très pratique. On peut vraiment constituer des équipes de 6, 10 ou plus, avec du coup des codes couleurs. On a des foulards pour vraiment différencier les équipes. Et du coup, l'idée c'est qu'on lance le pion comme un jeu de loi en fait, hein, le même principe. Hein, il y a des cases de couleurs et on a 4 catégories donc, qui correspondent à chaque fois à des questions spécifiques. Donc pour là, en l'occurrence, pour ce jeu de loi, les couleurs ne veulent pas symboliser une thématique en particulier, alors que voilà, pour l'alimentation, on avait un code couleur. Là, l'idée, c'est que ça aborde l'ensemble des questions en discrimination en santé, en préjugés qu'on peut avoir dès la petite enfance, en fait. Donc oui, l'émission de ce jeu de loi, c'est de déstigmatiser, enfin c'est quoi le genre de questions, par exemple? Parce qu'on peut peut-être prendre une carte, ou enfin, juste pour voir un peu l'esprit du jeu. Ouais, bah, du coup, en lien un petit peu du coup, avec le collège, hein, on a clairement une question: qu'est-ce que tu aimerais que l'on fasse si on te voyait pleurer? Voilà, donc c'est vraiment à l'attention, hein, je pense, je ne sais pas si je l'ai bien spécifié, c'est un jeu qui se fait avec les familles et les enfants. Hein, donc on est parti, hein, il y a un des membres du groupe qui allait poser des questions à son enfant de 11 ans et on est reparti de ces questions-là. On s'est vraiment dit, en fait, pour pouvoir toucher finalement un maximum de familles, il faut poser des questions qui soient claires, qui soient compréhensibles, qui soient aussi ludiques. Hein. L'idée, c'est pas de plomber l'ambiance voilà, autour d'un jeu. Et surtout de pouvoir informer au maximum sur qu'est-ce qu'un enfant peut vivre et comment la famille aussi peut accompagner, mais aussi les enseignants. Hein, donc l'idée, c'est aussi d'arriver à former autour de ce jeu de loi toutes les personnes. Voilà, par exemple, on va compléter l'information. Et on est allé aussi dans un peu des clichés, hein, qu'on peut trouver dans les médias. Hein. Par exemple, les malades mentaux sont fous. Donc une affirmation, vrai, faux, je ne sais pas. Et bien sûr, l'idée, c'est que y ait une réponse qui soit adaptée. Hein. Donc la famille répond. Si c'est vrai, elle avance. Si elle répond faux, elle attend son tour. Et si elle ne sait pas répondre, l'idée, c'est vraiment, c'est de pénaliser personne. Hein. Ça reste un jeu ludique qui permet en fait de travailler autour de ces questions-là en donnant la bonne information, quoi. Et comment est déployé ce jeu de loi? Comment les familles ont accès à ce jeu, tout simplement? Alors l'idée, c'était que malheureusement au mois de mars, qu'on le déploie via un centre socioculturel qui organise tous les mois de mars de chaque année le mois du handicap. Donc on s'est dit super, on s'inscrit déjà dans un programme. En plus de ça, un mercredi après-midi, il y a les familles, ils vont réussir à mobiliser du monde. Malheureusement, il y a eu le confinement qui est passé par là. Donc, on aimerait s'en saisir encore cette année. Si le centre socioculturel reprogramme, on va se remettre dans le bain de cette programmation. Et l'idée aussi, c'est de le déployer via, effectivement, collège, école primaire, établissement scolaire. Le seul petit bémol, c'est que il faut être formé pour bien répondre forcément aux questions. Donc pourquoi pas, en fait, je viens d'y réfléchir, pourquoi pas former peut-être un réseau aussi de pairs, ou en tout cas d'instituteurs ou d'infirmières scolaires qui pourraient vraiment, en fait, se saisir du jeu. Parce que finalement, à un moment donné, c'est aussi de pouvoir s'en détacher. Voilà. Ouais, c'est ça. Ou des enfants, hein. Pourquoi pas, par le biais de réseaux qui sont constitués, que eux puissent aussi être des ambassadeurs de la santé mentale par rapport à ça. Donc un jeu avec plein d'avenir. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres pistes, d'autres projets sur lesquels vous travaillez dans cette thématique-là? On continue, tant bien que mal, de trouver d'autres leviers. Donc le même groupe fait chaque année un rallye des portes ouvertes en fait, de la santé mentale et du lien social. Là pour le coup qui vise à favoriser l'interconnaissance. Donc c'est les structures du coup là qui ouvrent leurs portes sur un laps de temps. Donc en général c'est toujours sur la même semaine que la semaine d'information en santé mentale pour qu'on bénéficie du coup de l'élan et aussi de la communication qui est faite autour de ça. Et là, l'idée, c'est aussi ouvert aux habitants. Donc, c'est d'aller à la rencontre des groupes d'entraide mutuelle, mais aussi des centres socioculturels. En fait, tous ceux qui œuvrent de près ou de loin à favoriser le lien social, travailler ensemble, vivre ensemble, etc.
On a aussi une piste d'un montage, d'un séminaire, justement pour lutter contre cette stigmatisation et de former, ou en tout cas d'informer du mieux qu'on peut l'ensemble des professionnels pour encore d'autant plus travailler sur ces préjugés qu'on a, que chacun a, hein, voilà. Même dans le corps médical, voilà. Donc il y a plusieurs petites pistes qui sont faites. Plein de projets pour l'avenir. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Je vous propose maintenant de changer de terrain pour entrer dans celui de la formation avec Chloé Huby. Vous êtes infirmière au SAVS SAMSA Santé Mentale Alsace et formatrice PSSM, premier secours en santé mentale. Alors déjà, en quoi consiste cette formation PSSM ? Donc, la formation, c'est une formation de 2 jours où on devient en fait secouriste en santé mentale. Et donc l'idée de cette formation, c'est vraiment d'acquérir des connaissances de base autour des troubles psychiques. Et qu'est-ce qui différencie justement cette formation PSSM d'une formation au premier secours plus classique ? Alors les formations plus classiques, du coup, c'est plus en lien avec des secours physiques. Là, on touche plus à tout ce qui est troubles psychiques. L'idée, c'est vraiment, après la question, ça va. Parfois, si on reçoit un non, c'est d'un peu avoir des outils pour réagir, agir, pouvoir orienter aussi. Parce que l'idée, c'est pas de devenir médecin, c'est pas de poser des diagnostics, mais c'est vraiment comme disaient un peu les autres, de se préoccuper de l'autre et de pouvoir l'orienter et faire le lien si besoin avec des professionnels. Alors c'est une formation de 2 jours. À qui est-ce qu'elle s'adresse, cette formation ? Alors c'est vraiment une formation grand public. C'est toute personne qui est intéressée, tout adulte qui est intéressé peut participer à cette formation. Il n'y a pas de prérequis. Donc vraiment l'idée, c'est de viser large par rapport à ça. Et alors vous êtes infirmière de métier. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir formatrice ? Alors, du coup, moi, je travaille de base auprès de personnes qui présentent des troubles psychiques, donc je suis un peu sensibilisée par rapport à ça. C'est aussi, par rapport à mon métier, je me rends compte que des personnes même des infirmiers qui ne travaillent pas dans la maladie, avec des personnes qui présentent des troubles psychiques, ne sont pas forcément au clair par rapport à tout ça. Moi, j'entends encore souvent t'as pas peur quand tu vas travailler. Donc il y a quand même encore beaucoup d'idées reçues, de stigmatisation. Donc vraiment, si je peux œuvrer par rapport à ça, voilà. Et justement, par rapport à cette formation, comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui a des atteintes de troubles psychiques sur le terrain ? Voilà, quand vous devez secourir une personne, comment vous savez faire la différence ? Alors, c'est un peu comme les collègues disaient, il y a des signes, déjà, ce que la personne peut nous dire. On peut déjà partir de ça. Après, il y a un certain nombre d'observations aussi qu'on peut faire, comme par exemple l'isolement. Ça peut être des choses comme ça. Et alors, cette formation PSSM, elle peut entrer en complément d'une formation premier secours classique ? Alors du coup, c'est 2 organismes à part, du coup, ouais. Mais je pense que les 2 sont vraiment complémentaires, parce que quand on parle de santé, il y a tant le bien-être physique, mais il y a aussi le bien-être psychique. Du coup, c'est complémentaire. Après, Parce qu'une personne à secourir, on ne sait pas forcément si elle présente des troubles psychiques. Enfin, du coup, c'est vraiment une formation qui est complémentaire. Elles sont complémentaires l'une l'autre, quoi. Oui, je pense, oui. Ok, très bien. Et d'un point de vue plus pratique, justement, donc on l'a dit, c'est une formation PSSM sur 2 jours, ouverte au grand public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment faire pour se former ? Si moi, demain, j'ai envie de me former, comment je fais ? Alors du coup, notre association propose des formations, donc les liens seront écrits. Ah, vous savez, oui, en bas de l'écran, voilà vous voyez afficher les liens, les coordonnées, votre adresse mail, un contact téléphonique aussi. Donc on fait quoi ? On vous appelle ou on vous envoie un petit mail ? C'est ça. Et pour demander comment on fait, quand est-ce qu'il y a encore formation, comment on s'inscrit, avoir toutes les modalités d'accès. C'est ça. Ok. Et sur le site PSSM France aussi, il y a un listing des formations qui est proposé dans toute la France, du coup.
Très bien, merci beaucoup Merci. Chloé. Merci mesdames, merci monsieur. On va marquer une courte pause car il nous reste encore à évoquer, enfin à parler même, du groupe d'entraide mutuelle Les Ailes de l'Espoir de Mulhouse. Avec nous dans quelques secondes, son président Stéphane Abrahamian et Michael, l'un des adhérents de ce GEM. A tout de suite. Et nous voilà de retour dans cette émission spéciale discrimination, quelques outils pour agir, c'est le thème de notre plateau. Nous avons de nouveaux invités à nos côtés. Il s'agit de Stéphane Abrahamian, bonjour. Bonjour. Et Michael Boilly. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie du GEM, du groupe d'entraide mutuelle Les Ailes de l'Espoir. Vous êtes le président, vous êtes l'un des adhérents depuis 12 ans quand même, ça en fait du chemin. Stéphane, ma première question est pour vous. Qu'est-ce qu'un GEM? Qu'est-ce qu'un groupe d'entraide mutuelle? En fait, c'est une association qui permet de faire des activités qui a pour but de rompre l'isolement, de créer du lien social. Et donc, on propose et on met en place des activités. Donc, c'est fait par et pour les adhérents. Et justement, quel est le profil de vos adhérents? Qui sont-ils? En fait, c'est des personnes en situation de fragilité, notamment psy. Donc ça peut être des personnes schizophrènes, bipolaires, dépression, une simple dépression aussi, voilà, il y a toutes les pathologies. Michael, vous êtes adhérent de ce groupe d'entraide mutuelle Les Ailes de l'Espoir à Mulhouse depuis 12 ans. Qu'est-ce que vous apporte ce lieu? Qu'est-ce que vous a apporté ce lieu toutes ces années? Qu'est-ce qui vous apporte encore aujourd'hui? De l'assurance, beaucoup d'assurance, ça me permet aujourd'hui de vous parler. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, c'est très bien. D'être à l'aise. Et bon, l'assurance, ça m'a permis d'avoir une inclusion sociale aussi. Parce que justement, vous me dites qu'aujourd'hui, vous êtes capable de me parler. Il y a 12 ans, avant d'entrer dans ce GEM, comment vous vous sentiez? Quel regard vous aviez sur vous? Comment ça se passait pour vous? J'étais isolé, je restais à la maison pendant un certain nombre d'années. Et le GEM m'a permis de petit à petit évoluer, prendre de l'assurance et faire partie du CDCA, Conseil départemental de citoyenneté et l'autonomie, du CREPSI, et d'évoluer. Parce qu'en plus, vous, Stéphane m'avait dit, vous avez pris des responsabilités dans ce GEM, vous avez été trésorier, c'est ça? Il a été trésorier pendant 2 ans, je crois, 3 ans. Ouais. Et par quel moyen est-ce que ce groupe d'entraide mutuelle vous a permis de prendre de l'assurance, de parvenir à nous parler aujourd'hui, par exemple? Ça a été quoi le déclic? Enfin, comment ça s'est passé? Il y a de l'entraide, de la bienveillance. On a créé les ASA aussi, qui est des soutiens aux adhérents, qui permet de rendre visite aux adhérents qui sont hospitalisés, de partager notre expérience. C'est parti d'une idée de père aidance qui venait du Québec et qu'on a adapté au GEM. Parce que justement, c'est quoi le regard que vous aviez sur vous avant de fréquenter le GEM, de rencontrer des personnes avec des troubles psychiques comme vous? Voilà, enfin, comment évoluer votre regard aussi sur vous-même? Parce que là, vous avez de l'assurance aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 12 ans. Mon regard, c'était plutôt... j'avais du mal à parler aux autres. Rester isolé, rester enfermé, même avec la famille, c'était difficile. Et je m'adresse à tous les deux, le regard extérieur aussi, comment vous le percevez? Souvent, quand on parle de schizophrénie, je parle pour moi, on entend souvent derrière les commentaires des médias, c'est un tueur, c'est un psychopathe, c'est une personne très dangereuse. Alors qu'en fait, quand on prend un bon traitement, qu'on est stabilisé, on est capable de vivre comme tout le monde, quoi. Et vous avez même, ce que je constate, c'est que vous avez beaucoup de force, puisque vous avez une maladie qui vous empêche au départ d'aller vers l'extérieur, et au final vous êtes là sur un plateau télé et vous venez nous parler comme ça très librement, aisément. C'est ça le but du GEM, c'est d'aller vers l'extérieur et de s'inclure dans la vie de la société. Et justement, je vais rebondir là-dessus. Vous avez mis en place ce qu'on appelle le MobiGEM. Alors, c'est un outil que vous avez développé qui vous permet d'aller vers l'extérieur. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que le MobiGEM et comment vous fonctionnez pour aller vers l'extérieur? En fait, déjà, à la base, c'est une idée de Valérie Der, notre ancienne coordinatrice, qui était allée sur Grenoble et qui avait rencontré le Psy-Truck. Donc c'était un truck, un camion qui circulait dans la ville et qui était animé par des psychiatres
et qui allait justement vers le public afin de déstigmatiser la maladie. Donc nous, on a eu l'idée de pourquoi pas faire la même chose, le même esprit, et d'aller dans des conférences. On était à Colmar, on était à Zilisheim avec les scouts, on a fait plusieurs interventions. Et donc c'est vraiment de déstigmatiser la maladie et témoigner de notre vécu dans la maladie. Et alors, le GEM, le groupe d'entraide mutuelle, c'est un lieu de rencontre, de partage, de vie, d'action aussi. Vous faites plein d'activités, en fait, vraiment diverses et variées. Oui. Vous vouliez nous parler d'une exposition photo, parce que vous êtes allé encore plus loin dans la démarche. Alors, je l'ai regardé, c'est Regardez-moi. En fait, c'est une exposition photo virtuelle. Alors, on le voit à l'écran. On vous partage quelques instants de cette exposition. Alors, vous l'avez conçue de A à Z. C'est une exposition qui enrichit aussi avec des scénettes et un poème en fin. Pareil, on voit quelques extraits à l'écran, pardon. Et du coup, j'ai visionné tout ça et c'était vraiment poignant. Enfin, c'est vraiment du beau boulot. Je suis contente de pouvoir partager ça aujourd'hui avec le grand public. Et ce que je voulais savoir, en fait, c'est quel message est-ce que vous vouliez faire passer à travers cette exposition photo, ces scénettes, ce poème, enfin voilà, cette œuvre artistique, en fait. Ouais. Mais en fait, c'est même si on est quelque part malade, patient, on est capable de faire des choses par nous-mêmes aussi, de montrer qu'on existe, qu'on n'est pas que malade. Et vous avez tourné aussi Oui, on a fait des scénettes. Oui, on a fait des scénettes. Non, pas les photos. Moi, c'est la scénette. Moi, c'était les scénettes. On était 4. Il y avait le trésorier du GEM, il y avait la secrétaire, et il y avait 2 autres adhérents. Michael d'ailleurs aussi. Hein. Il faisait partie des scénettes. Je faisais partie de l'expo photo. Ouais. Les photos sont très artistiques, alors je ne vous ai pas reconnu, mais vous êtes dessus, d'accord. Et justement, participer à un tel projet, c'est quand même vous livrez, en fait. Enfin, oui. C'est très personnel. Oui, c'est justement casser les préjugés que le grand public a de la maladie psy. Et justement, qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'extérieur par rapport à ces maladies, à ces troubles psychiques qu'il ne faut pas avoir peur, qu'on est des gens comme tout le monde. Et que, comme j'ai dit avant, du moment qu'il y a un bon traitement, qu'on est suivi et qu'on accepte le traitement, parce que souvent, ce qu'il y a comme problème souvent dans la maladie, c'est souvent les effets secondaires des médicaments. Donc il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a aussi, quand je vais bien, finalement, pourquoi prendre mon traitement? Je vais très bien, j'en ai pas besoin. Donc souvent on arrête le traitement et je pense que ça peut mettre des années avant qu'on comprenne ce genre de choses. Chloé, je vous vois hocher la tête, c'est quelque chose que vous retrouvez dans votre quotidien d'infirmière? Oui, oui. C'est vrai que l'acceptation de la maladie rien que par la personne, ça prend du temps, c'est sûr. Donc vous avez des patients qui sont en phase, qui sont bien et le jour d'après vous pouvez les retrouver pas bien Alors c'est pas aussi fluctuant quand même. Ouais, voilà. C'est vrai que quand s'il y a un arrêt de traitement, ça peut jouer, c'est sûr, mais après oui, c'est l'idée de la continuité vraiment pour un rétablissement le plus tôt possible et je pense que ça vous parle. Et Stéphane, donc vous qui êtes président du GEM, du groupe d'entraide mutuelle Les Ailes de l'Espoir, c'est quoi la suite, l'avenir? Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres œuvres artistiques? Est-ce que vous allez nous concocter? Oui, on a plein de projets en route. Donc tous les ans, déjà, on fait un voyage. Bon, cette année, on n'a pas pu à cause de la Covid, bien sûr. Donc on propose des sorties, on a un partenariat avec la filature, avec l'Eden à Sosheim, on fait partie du CLSM, on est à la semaine d'information sur la santé mentale, on a plein d'outils qui nous aident à, comme je disais avant, à déstigmatiser la maladie. Ouais. Oui, vous avez accès au spectacle, à la culture, ça vous intéresse? Mais justement, ça nous permet d'aller vers l'extérieur et de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes. Très bien. Changer le regard sur la maladie psychique. Voilà, nous permettre l'inclusion sociale et de participer à la vie en société. Et justement, un spectacle, quand vous allez à la filature, enfin, ça vous procure quoi comme, de se dire vous êtes dans un siège, avec, vous sortez de votre quotidien On oublie la maladie, parce qu'elle est quand même présente. Même si, quand on est stabilisé, il n'y a pas de souci, mais il y a toujours un petit risque, on ne sait jamais, on peut décompenser pour une raison ou autre. Et ouais, c'est passer un bon moment de penser à autre chose. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement
Vous êtes plutôt cinéma, théâtre? Moi, je suis plus concert. D'accord. Concert, j'aime bien les concerts. Et Mickaël? Moi, je suis allé voir dernièrement le Abdel Malik. Excellent, à la filature, c'est bien. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. C'est la fin de cette émission. Je le rappelle, une émission spéciale tournée dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Notre fil rouge, c'était la santé mentale et les discriminations. Sur ce plateau, nous avons balayé quelques outils existants pour lutter contre ces discriminations. Je vous propose de nous retrouver sur notre 3e thématique, discrimination et accès aux soins. Je vous dis à tout de suite.